voilà, je vais vous parler, on a beaucoup parlé ce matin d'avis juridiques, de fatwa, de fuqaha, notamment Dominique, et je vais prolonger en fait cette réflexion en vous proposant une intervention sur la production des fatwas francophones. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les fatwas, mais les fatwas, c'est un matériau juridique qui permet en fait de répondre à la demande d'avis religieux individuels qui émanent des croyants musulmans qui sont en recherche de repères pour leur vie quotidienne. Voilà, donc ça permet en gros de s'intégrer de façon harmonieuse dans la société tout en gardant un rapport de fidélité avec sa religion. Alors, donc, comment font les musulmans et les musulmanes de France pour essayer de trouver ces avis juridiques? Eh bien, ils essayent de se référer aux multiples instances qui gravitent dans ce paysage francophone, avec des instances qui sont extrêmement traditionnelles, et que ce matin Dominique a cité. On cite l'Académie d'El-Azhar, à la Mecque, à Jeddah, au Maghreb, en Amérique du Nord. Voilà, donc il y a un certain nombre d'institutions qui répondent à cette demande. Et parallèlement, on a une organisation européenne qui a été créée depuis quelques années, en 97, et qui essaye aussi de répondre à une demande plus spécifique de musulmans vivant en Europe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces instances, en fait, ont des sites Internet et travaillent par des réseaux sociaux, et qu'ils proposent aussi donc, des avis par ces sites Internet, mais aussi des diffusions d'ouvrages auxquels peuvent se référer donc ceux qui sont en demande de ces avis juridiques. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand ces organismes se trouvent en Arabie Saoudite ou dans des pays étrangers de langue arabe, ces sites sont traduits en langue française. Et c'est donc tout à fait spécifique. Il y a une offre francophone d'avis qui peuvent venir de pays tout à fait autres, notamment du Moyen-Orient. Alors, je vais vous citer juste, parce qu'il y en a énormément. Donc, je peux vous citer le site Dar el Ifta, qui a été créé en 2007 et qui relaie en langue française les 37 volumes du Comité permanent pour la recherche et la fatwa d'Arabie Saoudite et les 30 volumes des avis prononcés par le Cheikh Ibn Baz. Donc ça, c'est l'Arabie Saoudite. D'un autre côté, vous avez d'autres sites, par exemple celui d'Islamophile, dont le titre est Ressources islamiques en langue française et qui se présente avec une large offre de fatwa et qui a un visage beaucoup plus modeste à l'opposé du précédent. Il a été créé en 99. Et donc, il y a aussi énormément de maisons d'édition et des librairies qui vendent des ouvrages par Internet, notamment Dar el-Hadith, Dar el-Muslim, Ikra Shop, ou ma boutique, et j'en cite voilà, que quelques-uns sur l'ensemble. Donc voilà, prendre acte de cette offre qui est extrêmement diverse et importante et qu'on peut donc très facilement toucher par Internet, c'est, comme Hawes Senegger en parle, une sorte de cyberespace qui est un lieu d'expression de la polyphonie de l'islam. Alors, je ne sais pas si cette polyphonie est type conflictuelle ou homogène, c'est une question, mais Hawes Senegger évoque l'émergence et la multiplicité d'entrepreneurs individuels et ou collectifs qui profitent de cette niche qui est Internet aux fins de concurrencer de plus grandes entités ou organisations installées de longue date dans le marché des biens de salut et qui revendiquent, eux, l'expression du bon islam ou d'un meilleur islam. Donc ce diagnostic permet de prendre acte de cette pluralisation de l'offre religieuse, de la multiplication des sources d'autorité morale islamique et donc d'un certain éclatement de l'autorité religieuse. Donc, je voudrais analyser cette offre à travers des exemples dont je vais vous parler, mais qui, à mon sens, va accentuer à la fois des postures d'adaptation, mais aussi des postures défensives. Notamment,
par exemple, pour l'Arabie saoudite, où on verra l'autre exemple qui est le Conseil européen des fatwas et de la recherche. Donc, deuxième partie, cette concurrence entre des institutions officielles va accentuer à la fois des postures d'adaptation et des postures défensives. Alors, je voudrais prendre l'exemple d'un ouvrage qui est donc vendu sur Internet qui s'appelle Fatwa concernant les femmes et qui est compilé par Amr Abd al-Munim Salim et qui en est à sa 6e édition. Donc, vous voyez, c'est un ouvrage qui est depuis longtemps traduit en français, mais qui est reproposé année après année. Et c'est un ouvrage qui est proposé par de très nombreux sites d'édition ou de librairies islamiques. Alors, les éditions El Hadith ont leur siège à Bruxelles. Et cet ouvrage propose d'offrir à un public francophone un recueil de fatwas s'adressant essentiellement à des femmes, émis par d'éminents savants faisant autorité dans ce domaine. Donc, il s'agit de savants d'Arabie saoudite, Ibn Baz, Al-Albani, El-Uthaymin, El-Wadi, qui sont tous de l'école hanbalite. Donc, qu'est-ce que veut dire l'idée de traduire en français, en langue française, ces fatwas? Eh bien, c'est clairement la volonté de maintenir dans une certaine normativité traditionnelle les femmes musulmanes qui vivent en France ou dans des pays francophones. Et donc, comment fonctionne ce recueil? À la fois par l'appel à des figures d'autorité, comme on l'a vu beaucoup, celles, entre guillemets, des éminents savants, mais aussi par la revendication d'une méthode revendiquée comme tenue fidèlement depuis les origines. Alors, je voulais simplement vous faire l'analyse dans la dernière édition, qui est celle de 2018, de l'évolution de la note de l'éditeur, qui manifeste clairement l'évolution d'une posture intransigeante à une posture beaucoup plus séductrice. Et c'est très clair dans cette note de l'éditeur. L'objectif, dit-il, est de rendre l'ouvrage beaucoup plus accessible et plus proche des réalités que rencontrent les musulmanes et les musulmans vivant en Occident. Ainsi, l'éditeur, dit-il lui-même, a-t-il fait le choix de supprimer une série de fatwas qui, après concertation au sein de notre équipe, nous sont parus plus du tout en phase avec les réalités vécues par les musulmanes dans leurs pays respectifs. Et de fait, un certain nombre de fatwas ont été supprimées, notamment celles qui concernaient la question de femmes conduites par des chauffeurs et qui ont complètement disparu donc, de l'ouvrage. Il y a donc ici, ça fait sourire, mais voilà, il y a donc ici comme la reconnaissance de la nécessité d'adapter les fatwas à un contexte donné très concrètement. Et le propos vante aussi, alors, de façon défensive là encore, la souplesse du droit musulman et l'étendue de son champ interprétatif qui est bien loin, dit toujours la note de l'auteur, de ces images stéréotypées qu'on essaye de lui prêter, à savoir celle du rigorisme et celle du littéralisme. Voilà, on mesure donc bien là le souci de l'éditeur de dégager l'ouvrage d'une image négative. Mais ce discours plus séducteur relève en fait plus d'une posture d'adaptation que d'une approche vraiment renouvelée. Alors on peut mesurer ça, et je donne un deuxième exemple, en analysant un autre ouvrage qui est cette fois-ci beaucoup plus apologétique et qui est publié par les mêmes éditions et qui s'intitule « Les pseudo-muftis de l'ignorant sincère aux prédicateurs faussaires » de Yacoub El-Moumi et de Shawki Chadli. Cet ouvrage donc a été publié en 2015 et il prend acte clairement des fruits de la révolution d'Internet sur la façon dont sont produites aujourd'hui les sciences islamiques et qui récuse la mise en cause de l'autorité des savants à laquelle elle conduit. Je cite: « La révolution socio-culturelle engendrée par Internet et les réseaux sociaux, où tout est rendu accessible par un simple clic, plus besoin de livres, plus besoin de centres d'études, plus besoin d'enseignants, Internet est là, cheer Google, comme disent certains. » Et cette critique qui est très forte va porter sur 3 niveaux.
D'abord celui de l'affaiblissement de l'autorité, ensuite une critique de l'influence de la culture occidentale et enfin la critique de la méthode utilisée. Donc l'ouvrage s'en prend tout d'abord aux pseudo-savants qui passent leur temps à courir derrière le buzz, la vidéo sensationnelle. Je cite, « Cette diffusion massive sera néfaste quand le discours vient d'un pseudo-savant, d'un pseudo-penseur qui va séduire les débutants par son éloquence, par ses idées révolutionnaires, alors qu'en réalité, il s'est égaré et égare les autres. » Et d'indiquer que de nombreux prédicateurs ont dépassé les limites et tiennent un discours que seul un mufti peut lui prononcer. Donc il y a clairement la défense d'une autorité traditionnelle qui postule que s'exprimer en matière religieuse n'est pas à la portée de tous. Le savant, je cite, joue un rôle en tant que guide et modèle, imam et enseignant, et s'il en a les outils, il endossera le rôle de mufti et délivrera des fatwas avec prudence et scrupule. Le propos fustige aussi ceux qui s'en prennent à de grands savants du passé ou d'aujourd'hui, en avançant le refus du suivi aveugle et en lançant des attaques virulentes sans le moindre respect pour leur savoir ou leurs conditions. La critique s'avance encore plus précisément sur le terrain des oppositions entre courants islamiques. Selon certains prédicateurs, les savants saoudiens sont des salafistes, des wahhabites, des rigoristes, vivant dans un cocon et n'ayant aucune légitimité pour s'exprimer sur les questions contemporaines. C'était encore une citation. Et l'ouvrage devient très combatif quand il arrive à conspuer de façon très claire le climat de la pensée occidentale qui pousse à ces dérives. En Europe, je cite, « L'esprit prime sur la foi, la raison sur la religion, la modernité sur la tradition, l'originalité sur la conformité, l'émancipation de la pensée humaine sur la soumission à la loi divine. » Ceci explique en partie pourquoi les fatwas sont délivrés à tout va. Cet ouvrage ne cite jamais les noms de ceux qu'il est censé dénoncer, et le discours s'affirme comme éminemment apologétique, même s'il semble prendre beaucoup de précautions oratoires. Il se pose en défenseur d'un courant de pensée des institutions clairement énoncées, le comité permanent des savants d'Arabie saoudite et de leur méthode, qui est une méthode traditionnelle orthodoxe. Avec la naissance d'une nouvelle institution, et ce sera mon dernier point, celle du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, on assiste à la naissance d'une nouvelle autorité qui va déployer un système de légitimation à partir d'objectifs et de méthodes différentes. Très rapidement, je vous rappelle qu'il a été créé en 1997, qu'il siège à Dublin en Irlande, qu'il a une antenne française, qu'il a été longtemps présidé par Youssouf El-Kardaoui et qu'il comprend une trentaine de savants qui proviennent de tous les pays d'Europe et aussi de pays non européens pour quelques-uns d'entre eux. Il est rédigé en langue anglaise et arabe, mais très peu diffusé en langue française, sauf par quelques sites que j'ai cités précédemment. Un premier recueil de fatwas a été publié par les éditions Tawhid en 2002, mais n'a malheureusement pas eu de suite. Donc, l'objectif de ce conseil est d'œuvrer depuis 1977 pour produire une jurisprudence musulmane qui s'inscrive dans le contexte européen. Et donc, ce travail s'est enraciné dans une réflexion très spécifique et qui est une réflexion sur le droit des minorités, qui a été menée par des penseurs musulmans comme Taha Jebir El-Awani ou Tarek Oubrou. Ce droit des minorités prend acte de la présence massive des musulmans en Occident, de la diversité de leurs origines géographiques et donc de la multiplicité des écoles juridiques auxquelles ils se réfèrent. Et pour répondre donc à cette absence d'homogénéité qui est constatée, il convient d'aboutir à une interprétation commune de la loi en pratiquant le talfiq, qui consiste à choisir entre les différentes écoles juridiques ce qui convient le mieux.
Le premier objectif du Conseil CEFR est donc de réunir les avis des savants musulmans vivant en Europe pour qu'ils optent pour des avis identiques face aux questions qui leur sont posées. De plus, force est de constater que ces minorités musulmanes ont besoin de s'adapter donc à leur nouveau milieu et rencontrent donc de multiples difficultés. Il est donc important de leur faciliter la vie en s'appuyant sur un principe de facilitation. Ce que Tarek Robrou exprime ainsi: nous devons refuser l'amalgame des pratiques traditionnelles étrangères avec un islam que nous voulons praticable en France. Voilà, au-delà des outils traditionnels, ce droit des minorités va mettre souvent deux notions qu'on a évoquées ce matin: la notion de maslaha, c'est-à-dire le souci du bien commun, de l'intérêt général, mais aussi celle des maqasides, c'est-à-dire les objectifs supérieurs du droit. Et donc, ces objectifs supérieurs du droit vont permettre de fonder un ijtihad, donc une interprétation qui va tenir compte de cette perspective des finalités supérieures en fonction du contexte. Donc cette attitude va se traduire très concrètement par des fatwas qui vont s'attacher à fustiger les coutumes anciennes, notamment celle de tenir les femmes à l'intérieur de la maison et en dénonçant le regard des hommes porté sur elles. Je cite. Pour autant, et ça c'est ça qui est intéressant, cette approche du fiqh el-aqliyet n'a pas été sans subir de critiques. Et c'est là où on sent tous les enjeux de concurrence entre autorités. Donc ces critiques qui ont affaibli l'autorité et la crédibilité du Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Certains très critiques ont vu dans ce travail du Conseil une bid'a, c'est-à-dire une innovation blâmable que l'islam condamne à l'instar des plus anciens, les salafs. C'est la position d'un certain nombre de savants, et parmi eux du Shir al-Bouti, spécialiste syrien de la charia, qui est aujourd'hui décédé, qui considère que les références islamiques sont universelles et ne peuvent donc pas faire l'objet de restrictions particulières telles que la jurisprudence des minorités. Il craint que cette approche qui apparaît dans un premier temps comme contextuelle ne conduise finalement, je le cite, à un renouvellement de la pensée juridique coupée de son passé. Toujours selon ce même Shir el-Bouti, les différents comités présents dans le monde musulman, comme celui de la jurisprudence islamique de Jeddah et d'autres, sont assez compétents pour répondre à toutes sortes de questions relatives aux musulmans qui vivent en Occident. Et leur délibération peut être considérée comme étant un consensus contemporain. Donc la volonté de créer un nouveau conseil avec une approche différente du fiqh risquerait, selon lui, de conduire à la discorde, à la scission et à la divergence des communautés. Au-delà de ces critiques très précises, on constate que le Conseil européen n'a pas su assurer non plus sa crédibilité en Europe, entre autres parce qu'il n'a pas su exploiter de vrais moyens de communication. Ces publications sont peu traduites en français en particulier, on l'a déjà souligné, et il y a un réel besoin de présentation des travaux du Conseil localement pour éclairer les musulmans de base et les imams eux-mêmes qui sont souvent interrogés. En conclusion, je dirais que je me demande si, comme Awais Sédéguer, on peut parler de l'expression d'une polyphonie de l'islam, de la concurrence entre grandes entités ou organisations installées de longue date dans le marché des biens du salut, si c'est une concurrence simplement politique, ou bien si toutes ces instances islamiques qui revendiquent l'expression du meilleur islam, si cette concurrence n'est pas en fin de compte surtout révélatrice des enjeux épistémologiques qui divisent et traversent le monde musulman aujourd'hui. Merci pour votre écoute.